Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Alexis Buisson, je suis vraiment ravie de t'avoir à ce micro. On s'est rencontrés à New York sur le Festival des auteurs grâce à Sandrine, des rencontres des auteurs francophones. Une rencontre très sympathique, on a échangé brièvement parce que c'est vrai que c'est pas un lieu où on peut échanger énormément, mais un bon contact est passé et j'ai eu envie de t'interviewer sur ce micro. Alexis, tu es journaliste, tu vis à New York depuis plusieurs années et puis tu as écrit récemment un livre sur Kamala Harris. Et j'aimerais que tu te présentes et on va rentrer dans le détail de comment tu as fait de ce rêve une réalité ou est-ce que c'était un rêve pour toi d'écrire, j'imagine, en étant journaliste. Voilà un petit peu toutes les questions que j'ai à te poser. Bien sûr. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton émission. C'était aussi un vrai plaisir de te rencontrer pendant cet événement littéraire à New York. Écoute, moi donc je m'appelle Alexis, effectivement, j'ai 38 ans et j'ai passé presque 20 ans à New York, donc presque la moitié de ma vie maintenant. Je travaille pour plusieurs médias français et francophones. En France, pour le journal La Croix, le site Mediapart, le magazine Télérama, et pour d'autres médias un peu plus ponctuellement, le magazine Le Point aussi. Et donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai voulu venir m'installer aux États-Unis et faire ce métier aux États-Unis, c'est parce que j'ai fait une rencontre en fait quand j'étais étudiant, rencontre avec une américaine qui s'est passée donc à Boston quand j'ai passé une année d'échange là-bas. Et voilà, on est tombé amoureux. Elle est venue à Paris l'année suivante et l'année d'après, on est venu s'installer à New York tous les deux. Alors elle a détesté New York. Elle est restée pendant un an, puis elle a voulu retourner à Boston. Et voilà, et moi j'ai pris l'habitude de dire que je suis resté ici parce que j'ai tout de suite aimé la ville en fait. J'ai beaucoup aimé l'énergie, le dynamisme et surtout les New-Yorkais. Les New-Yorkais ont la réputation d'être un peu durs, un peu bruts de décoffrage aux yeux des autres Américains. Mais pour moi, il y a une générosité, une vraie chaleur qui se cache derrière ce comportement un Mhm. peu dur de premier abord, quoi. Effectivement, New York et Boston, j'ai visité les deux. Alors, je ne Mm. connais pas en profondeur. J'imagine effectivement que les énergies sont peut-être pas opposées, mais on sent quand même quand on visite ces deux villes une énergie différente. J'adore New York, j'y suis allée plusieurs fois. J'aime ce qui se dégage en tout cas. Ouais, New York, c'est une ville un peu rebelle. C'est une ville de 8 millions de personnes, donc c'est vraiment une grande ville qui concentre plein de pouvoirs économiques, concentre beaucoup de centres de décision, etc. Et Boston, à côté, c'est une ville aussi que j'aime beaucoup. Hein. Comme je le disais, j'ai passé un an là-bas comme étudiant en échange. C'est beaucoup plus provincial en fait, d'une certaine manière. Il y a 100 000 habitants, donc Mm. c'est un peu plus petit. C'est aussi une ville dynamique, mais en même temps, voilà, tout ferme tôt. À 11 heures, on se retrouve souvent dehors sans vraiment d'options pour sortir, sans bar où aller nécessairement. Et il y a un côté très WASP, comme on dit ici, donc finalement assez conservateur finalement Mm. par rapport à New York, qui est beaucoup plus rebelle, beaucoup plus ouais, énergique. Moi, quand tu vas à New York, j'ai l'impression que ça pétille. C'est le sentiment que ça me donne. Tu sais, ces villes pétillantes où tu as envie de faire plein de choses, que tu sois fatigué ou non, tu étais aspiré par cette énergie et je trouve ça hyper dynamisant. Oui, c'est vrai. Même si la ville quand même a pris un coup avec le Covid, Oui. je pense que c'est indéniable. On est toujours en train de rattraper finalement cette période très sombre dans l'histoire de la ville. Moi, j'y étais bien sûr et j'ai couvert toute la pandémie en partie à New York. Euh, et, euh, et voilà, le souvenir des ambulances qu'on entendait, dont on entendait les sirènes, reste encore très fort hein, dans l'esprit de certains habitants. Oui. Euh, les, euh,
y a eu énormément de morts à New York. Donc, il y a beaucoup de commerces qui ont fermé. Moi, j'habite dans le nord de Manhattan, Mhm. et où il y a beaucoup de petits commerçants hispaniques, etc. Il y a encore beaucoup de devantures qui sont, beaucoup d'espaces qui sont fermés encore aujourd'hui. Oui, Donc, mais tu disais pétillant. Moi, il y a aussi un adjectif que j'aime, c'est debout. Et je crois que c'est Louis-Ferdinand Céline, je peux me oui, tromper, qui a décrit New York justement comme une ville debout. oui, Et c'est bien sûr une allusion au gratte-ciel, etc. bien sûr, bien sûr. Mais pour moi, c'est aussi un peu le caractère quoi de cette ville, De se relever, oui, toujours se effectivement. relever, d'être Oui, sur ses deux pieds. Elle a connu des attaques terroristes. Le 11 oui, septembre en est une. Elle a connu vraiment des moments difficiles, hein. La pandémie en est une autre, un autre de ces moments. Mais malgré tout, voilà, elle se relève, elle se remet en mouvement. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup ici. oui. Vivre aux États-Unis était un rêve pour toi? C'est pas un rêve. En fait, moi, je savais que je voulais exercer le métier de journaliste à l'étranger. Ça, Oui. un projet que j'avais depuis que j'étais adolescent, en fait. J'écoutais beaucoup la radio RFI, Radio France Internationale, quand j'étais voilà ado. Et j'aimais déjà beaucoup écrire, en fait. Voilà, la combinaison des deux, le fait d'écouter cette radio, d'écouter les correspondants à l'étranger qui parlaient dans le micro, et, puis voilà, cette passion pour l'écriture. Tout ça, ça m'a donné envie de voilà vouloir exercer le métier de journaliste, mais à l'étranger. Et Oui, j'ai eu la chance d'avoir une mère britannique d'accord. qui m'a parlé en anglais dans toute mon enfance, quoi. Donc en fait, dans mon esprit, voilà, c'était possible en gros d'aller en Angleterre ou d'aller aux États-Unis. Oui. Et, euh, et voilà, j'ai eu cette année d'échange à Boston, dans cette université qui s'appelle Boston University, Mhm. euh, pour son programme de journalisme. Et voilà. Et là, après, j'ai découvert le pays, j'ai découvert la vie sur les campus américains, j'ai découvert voilà ce pays quoi. Et ça m'a séduit. Et je dois dire que j'ai pas été séduit nécessairement par les par de prime abord. C'est-à-dire que ça m'a mis du temps avant d'aimer vraiment les États-Unis. D'accord. Et je pense que j'ai commencé à aimer le pays lors de l'un de mes premiers reportages, en fait, quand j'étais étudiant à Boston, justement. J'étais parti à la Nouvelle-Orléans avec un ami photographe Mhm. pour, raconter la situation à la Nouvelle-Orléans quelques mois après le passage de l'ouragan Katrina. Oui. Euh, Parce que je ne sais pas si tu te souviens, Laurence, mais c'était un ouragan qui avait vraiment ravagé une grande Ravagé, partie de la ville. oui, 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 je me souviens. Oui, oui, c'était enfin, les images qu'on a pu voir. Je ne suis jamais allée à la Nouvelle-Orléans et ça fait partie de mes destinations futures. Ouais. Oui, oui, je me souviens. C'était assez traumatisant, ces images. Et en fait, sur place, on a rencontré beaucoup de gens qui avaient tout perdu, hein, clairement, euh, mais qui s'étaient jurés de reconstruire en mieux. Et en fait, je suis même un peu ému en parlant aujourd'hui, parce que ça m'a beaucoup marqué encore que ce souvenir. Mais c'est quelque chose qui m'a profondément marqué en fait. Je me suis dit, bah voilà, des gens qui ont plus rien, qui ont plus de maison, euh, je me souviens d'un homme qui avait dû changer de lieu de résidence parce que sa maison avait été détruite complètement. Oui. Mais qui revenait, il habitait dans une autre ville, hein, il avait dû, il revenait en fait tous les jours sur les décombres qui étaient devenus sa maison initiale pour retrouver son alliance, Ah, parce que sa femme l'avait perdu. Et donc, tous les jours, il retournait voilà, dans cette pile de débris, quoi, pour essayer de trouver cette alliance. Et voilà, et il y a beaucoup de gens comme lui m'ont dit qu'ils allaient, qui perdaient pas espoir, qui voulaient reconstruire en mieux, qui revenir encore plus fort, etc. C'est très américain finalement, mais moi, c'est à ce moment-là vraiment que je suis tombé amoureux de ce pays.
Oui, je pense que la mentalité est très différente. Il y a cette volonté, en tout cas, c'est ce que le pays dégage, cette Mm. volonté d'aller de l'avant. Oui, Et en tout cas, c'est ce que moi, ça me donne comme sensation. oui, oui, c'est sûr, il y a, ce sentiment que tu décris existe. Après, vraiment, la société américaine. Après, il y a aussi voilà, une grande partie de la population qui, sur beaucoup de choses, veut revenir en arrière. Mhm. Euh, et c'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est l'un des thèmes finalement de la campagne électorale Oui, qui se déroule en ce moment, hein, avec voilà une candidate qui a vraiment fait de l'idée d'aller de l'avant vraiment son cheval de bataille en quelque sorte, et qui essaie de voilà se poser un peu en contraste par rapport à Donald Trump qui, selon elle, veut retourner en arrière. bien Euh, sûr, bien sûr. D'ailleurs, on va en parler parce que tu as écrit une biographie de cette personne, donc cette vice-présidente Kamala Harris. Et mais tu avais écrit auparavant un petit peu des guides, je crois, hein, aussi. oui, oui, en fait, ma première expérience d'écriture longue, on va dire, c'était un guide sur l'installation à New York Mhm. que j'ai écrit il y a plusieurs années. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, et ce que je couvre quasiment au quotidien ici, c'est la politique américaine. Oui. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un autre projet de livre plus politique. Et j'avais quelques idées de biographie. Et en fait, j'ai décidé d'en faire une sur Kamala Harris. C'était en 2021 à l'époque quand j'ai eu cette idée. Elle venait de devenir vice-présidente. Et en fait, si tu veux, il y a un peu deux choses qui se sont jouées dans mon esprit. En fait, il y a déjà une rencontre que j'ai faite quand j'étais en reportage avec un père de famille indien qui m'a décrit l'effet que Kamala Harris avait sur sa jeune fille, dont le visage apparemment s'illuminait quand elle la voyait à la télévision. Mhm. Et donc ça m'a vraiment, voilà, vraiment ouvert les yeux sur le modèle, l'inspiration qu'elle inspire, qu'elle donne, pardon, pour les jeunes filles, les jeunes américaines, et en particulier les jeunes américaines de couleur. Et la deuxième chose, en fait, c'est que elle est la vice-présidente voilà, du président Joe Biden le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Et donc, en fait, dans mon esprit, assez tôt, je me suis dit qu'elle allait certainement avoir un rôle à jouer dans sa succession, qu'elle soit lui succéderait en cours de mandat, puisque c'est le rôle des vice-présidents de remplacer le président il lui arrive quelque chose, Bien ou sûr. alors elle lui succéderait après, et elle serait la candidate du parti démocrate, voilà, cette année en 2024. Donc j'étais loin de me douter que la transition serait aussi se passerait de la sorte, de manière un peu imprévisible et voilà après ce débat fin juin Oui. chaotique de Joe Biden. Mais en tout cas, dans mon esprit, dès 2021, c'était clair qu'elle serait un personnage incontournable de voilà de 2024 quoi. Tu as une belle intuition. Ouais, c'est vrai que je suis pas mécontent. Je suis pas beaucoup d'intuition sur d'autres choses, mais là-dessus, ouais, ouais, j'ai eu Quand de la, tu es passionné de politique, donc je pense que l'intuition est plus facile dans ce cas-là. Dans ce cadre-là, ouais, tu peux sentir les choses venir. Enfin, on peut se tromper, hein, bien sûr, mais ouais, globalement, tu as quand même une belle expérience de la politique. ouais. Mais c'est ce que je disais à mon éditeur, en fait, tout au début, quand je leur ai parlé de cette idée de livre, c'est que c'était un peu un pari sur l'avenir, quoi. C'est-à-dire que elle aurait très bien pu ne jamais devenir candidate et voilà et être une vice-présidente historique, ce qui est très bien en soi, ou alors était en position de devenir présidente. Et voilà. Et par chance, c'est ce cas de figure qui s'est présenté. Oui. Et donc, on en entend énormément parler actuellement, puisque on est en pleine course à l'élection. Tu as bien vu avec cette biographie. Oui. Et en fait, moi, ce que j'ai fait dans cette biographie, c'est que j'ai fait près entre 70 et 80 interviews de proches
et de gens qui ont été témoins de son ascension, en fait. Mhm. Donc j'ai interviewé des gens de sa famille, j'ai interviewé voilà, des amis d'enfance, des anciens collègues, des rivaux politiques, etc. Elle n'a pas voulu être interviewée pour ce livre, ce qui n'était pas très surprenant, puisqu'elle n'accorde pas d'interview pas beaucoup d'interviews à la base, et encore moins à la presse étrangère. Et elle Mhm. n'avait pas parlé à son biographe américain. Euh, mais donc j'ai pu quand même essayer en tout cas de brosser un portrait un peu intime et politique aussi voilà de Kamala Harris à travers les témoignages de gens qui la connaissent bien et qui l'ont vraiment, comme je disais, assisté à son ascension, quoi. Oui, Et, et le livre d'ailleurs est sorti en 2023 oui. sous le nom de Kamala Harris l'héritière. Mhm. Il a été republié en septembre sous le nom de Kamala Harris, la biographie, aux D'accord. éditions de l'Archipel. Donc, voilà, si les auditeurs veulent, si ça les intéresse, ils Mais peuvent je le trouver. mettrai les liens de toute façon vers tes réseaux. Et Super. puis, je pense que le livre est disponible aussi sur les plateformes habituelles. Oui, tout à fait. Il est aussi disponible en librairie, D'accord. euh, sur, voilà, et sur les plateformes. Je Voilà, mettrai les liens avec le podcast pour que les gens puissent le trouver. absolument. Donc, journaliste était un rêve pour toi? Une passion en tout cas, oui, un rêve. Enfin, je pense que j'ai jamais vraiment voulu faire autre chose, quoi. Oui. Euh, j'ai, j'ai, comme je te le disais, en fait, j'aimais bien écrire, j'aimais bien lire les journaux quand j'étais, ouais, ado. Ça m'intéressait, quoi. Et en fait, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont un peu décidé. C'est-à-dire que je me suis aperçu que très tôt, j'aimais beaucoup poser des questions. Et Mhm. j'étais beaucoup moins dans l'affirmation que certains de mes camarades, en fait. J'étais beaucoup plus dans l'interrogation. Et donc, voilà, je posais des questions aux gens euh, plutôt que de faire des affirmations. Et la deuxième chose, c'est que j'ai toujours été assez timide, en fait. Et en fait, le journalisme, ça m'a vraiment aidé à surmonter ou en tout cas mieux gérer cette timidité, quoi. Oui, c'est un sacré défi en même temps de vouloir être journaliste avec cette timidité. Ouais, et parfois, tu vois, voilà, j'ai toujours, parfois ça m'arrive de faire des interviews de groupe, par exemple, Mhm. et de plusieurs personnes en même temps, et dans ce contexte-là, j'ai toujours un peu un nœud à l'estomac, quoi. Oui, je comprends. Je, Euh, je comprends vraiment. Moi, je suis une ancienne, enfin, je suis toujours d'ailleurs une timide qui s'est hmm, lancée des défis, donc je comprends exactement ce que tu veux exprimer. ouais, D'où la rubrique, d'ailleurs, ils ont rêvé et ils ont osé. C'est né de ils ça ont osé. parce que il faut avoir vraiment des rêves, des passions pour oser aller jusqu'au bout. Et tu en fais Ouais, partie justement à travers ce que tu exprimes. Tu ouais, dépasses des peurs et des appréhensions, en tout cas. et je pense que ça m'a vraiment aidé en fait dans le journalisme. Et tu vois, et ça m'arrive parfois de faire des interventions devant des écoliers, dans des écoles, dans des salles de classe. Et ça aussi, ça me fait stresser. Mais en fait, on profite pour dire bah, aux élèves, voilà, si vous êtes timide, essayez d'en faire une force. Et moi, je pense que vraiment, ça m'a aidé à bah, plus être à l'écoute des autres, à m'effacer face aux autres et à ne pas m'imposer, quoi. Mhm. Et à peut-être être à nouer à nouer des relations d'une manière différente que si je n'étais pas timide, en fait. Donc je pense que voilà, ça m'a, pendant longtemps, je l'ai vu un peu comme un handicap. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le journalisme, c'était aussi une qualité, un Oui. atout. Et en fait, tu serais peut-être surprise, Laurence, mais il y a énormément de timides dans le journalisme. Non, non, ça ne me surprend pas du tout Ah parce bah que voilà. je pense qu'il faut déjà une très bonne écoute pour Oui, être journaliste et un timide, comme tu viens de l'exprimer, à cette écoute parce qu'il a tellement envie d'être en retrait
qu'il met à l'écoute plus en avant, donc ça me surprend pas. Ouais, Là où je te dis, il faut oser, c'est qu'après, ben, il y a la démarche de se montrer, puis d'écrire, de publier. Donc là, c'est une autre démarche où il faut oser aussi montrer ses écrits. oui, c'est ça, ouais. Et ça, c'est vrai que c'est toujours un. Au début, c'était difficile. C'est très angoissant en fait euh, quand quand on montre son texte, quand on publie un texte et voilà, tout le monde peut commenter. On est soumis au jugement des autres. Oui, Et au début, pour moi, c'était difficile. Et maintenant, voilà, maintenant, j'accepte et ça fait tout à fait partie du jeu. Mais mais c'est vrai que ben, c'était un défi aussi pour le livre, hein, parce que là, pour le coup, j'avais l'impression de vraiment, à la différence d'un article qui sont relativement courts, hein, je n'écris pas des romans, il n'y a pas la place dans les journaux, oui, mais pour le livre, c'était vraiment un bout de partie de moi, quoi, que j'ai mis dans ce livre, voilà, de mes partie de mes connaissances, une partie de mon style, etc., de mon éducation, ma formation. Donc voilà, c'est vrai que c'est un moment c'est un moment qui était angoissant pour moi. oui, puis je pense que quel que soit le sujet du livre, on y met de nous dans tous les cas et de Oui, nos émotions. oui, Et tu as choisi, toi, en plus d'écrire une biographie sur quelqu'un d'assez en vue, qui est encore peut-être pire d'ailleurs, de parler de quelqu'un qui existe que d'écrire un roman fictif. Je ne sais ouais, pas. ouais, Je me pose la question en même temps que je te la pose. ouais, c'est une bonne remarque. C'est vrai que moi j'ai jamais voulu faire de fiction quoi. Et j'ai toujours écrit sur la réalité, Oui, sur voilà l'actualité, etc. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que voilà la démarche est la même quoi. Et on s'expose en partie en tout cas, on dévoile un peu notre intimité quoi en écrivant un oui, livre. Et oui, peut-être finalement quand tu vois peut-être plus en faisant de la fiction justement parce que là on se met à 100% entre guillemets. Moi quand même, l'avantage d'écrire sur un personnage qui existe ou qui a existé, c'est je suis limité en quelque sorte par les faits, quoi. oui, 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 tu ne peux pas extrapoler ni même au niveau Ouais, des émotions. Tu peux parler de ton exactement. ressenti par rapport aux faits. Exactement. Tu ne peux pas non, extrapoler comme on peut le faire dans une fiction. Exactement. Donc d'une certaine manière, voilà, je pense qu'il faut peut-être plus de courage pour écrire un livre de fiction. En tout cas, voilà, en tout cas, cette expérience d'écriture de livre m'a vraiment accru tout le respect que j'ai pour tous ces métiers de la plume, quoi. Oui, Que ce soit bien sûr les auteurs qui s'investissent énormément dans leurs livres et aussi dans la promotion de leurs livres. Respect énorme pour les éditeurs en tout cas moi mon éditeur qui m'a vraiment fait confiance, qui a accepté de me soutenir, voilà, pour écrire cette biographie alors qu'on savait pas quel serait l'avenir politique de Kamala Harris. Respect aussi pour les libraires, voilà, j'ai fait des événements, enfin des séances des conférences ou des séances de dédicaces dans des petites librairies indépendantes aux États-Unis et en France. Et c'est vraiment voilà, des métiers passion, quoi. oui. Et donc, moi, de toute cette expérience, j'ai vraiment retiré. Ça, c'est l'une des choses que j'ai apprises, quoi. Ou en tout cas, sur lesquelles je suis devenu beaucoup plus sensible. C'est tous ces métiers du livre, en fait, qui fonctionnent en grande partie euh, sur la passion, quoi. Oui, parce que au niveau des libraires actuellement, ça devient de plus en plus difficile. On voit de plus en plus d'interviews, de reportages où Mm. c'est un métier, oui, il faut beaucoup de passion parce que c'est un métier qui devient très, très difficile. Ouais, tout à fait. Et en France, voilà, j'ai ma première séance de dédicace pour le lancement du livre en 2023. C'était dans une petite librairie dans ma ville natale, Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Ah, je Et connais très, très bien. Tu sais que je suis née à Chatou. ah bah voilà, très bien.
Tu es Roussine, c'est ça? Ou non, Château, c'est Château, c'est à côté de Saint-Germain-en-Laye, en fait, hein. ouais. Oui, oui. Mes parents se sont installés dans le sud quand j'avais 6 ans. Mais mes parents sont nés à Saint-Germain-en-Laye et moi, je suis née à Château. Ah bah très bien. Bah écoute, si jamais voilà tu repasses à Saint-Germain, la librairie là où j'ai fait ma dédicace, c'était l'Allée des Feuilles. Et Mhm. en fait, voilà, je, je parle de pas nécessairement pour faire de la promo, mais pour dire que elle a été ouverte par deux personnes, Vincent et Souveille, qui n'étaient pas du tout libraires en fait à la base, mais qui en fait ont décidé de se lancer dans cette aventure après la pandémie et vraiment par amour du livre quoi. Oui. Et aujourd'hui leur librairie est vraiment très belle, accueilli les bras ouverts, voilà, quand je suis allé les voir pour leur proposer de présenter le livre. Et voilà quoi, c'est aussi c'est un métier extrêmement dur, mais c'est bien aussi de voir que voilà il y a, alors je sais pas en France, mais en tout cas aux États-Unis, il y a une vague d'ouverture de librairies indépendantes à New York, mais aussi dans d'autres villes. Et c'est dur, mais voilà, il se lance et on est vraiment très loin finalement du discours des librairies qui galèrent ou qui ferment. Là, il y a vraiment, en tout cas aux États-Unis, depuis la pandémie, voilà, une vague d'ouverture de librairies qui fait vraiment du bien à voir. Bah, tant mieux, oui, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, en tout cas. Je Oui, ne vais pas te monopoliser, Alexis. Je sais que tu as un emploi du temps très, très chargé. Je voudrais juste, chaque fois que je conclue ce podcast, je demande à mon auteur s'il avait un conseil à donner sur le fait de rêver et d'oser, lequel ce serait? Tu l'as légèrement évoqué en parlant des écoles et des conférences. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs? ça c'est une excellente question. Euh, moi, je pense que c'est très bateau de dire ça, mais en fait, je trouve que c'est assez vrai. En fait, souvent quand j'ai pas osé faire quelque chose, j'ai eu des regrets après. Oui, Et en fait, vivre avec le regret, c'était finalement plus difficile euh, que 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 de vivre avec la déception d'avoir essayé quelque chose et d'avoir échoué. Je sais pas si c'est très clair ce que c'est je très dis, très mais clair et je ouais, trouve ça très fort et non pas bateau du tout, comme tu l'exprimais au début, parce que quand on ose et qu'on se plante, on a appris quelque chose de mm, ce qui n'a pas fonctionné. Si on oui, n'ose pas et qu'on reste avec ça, il y a une frustration, je pense, qui reste derrière avec ce regret, en disant ah, mm, si j'avais su, si. Et oui, effectivement, ton conseil est très juste, enfin, à mon sens, et très ouais, fort. Oui, ouais, ouais, je pense que voilà, j'ai des regrets jusqu'à aujourd'hui, hein, mais voilà, mais je me dis bon, j'aurais peut-être dû faire ci, faire ça. Et voilà. Et quand c'est vrai qu'on essaye, on a au moins la satisfaction d'avoir essayé. oui, Et, et voilà, ça c'est une belle satisfaction quoi. Mais j'ai eu des moments où, pour revenir à la timidité, où j'avais le sentiment, enfin, vraiment, je me suis forcé à faire des choses. Et en fait, sur le moment, c'était dur. Sur le moment, voilà, je me suis demandé est-ce que je vais y arriver ou pas. Et en fait, voilà, quoi que c'est passé oui. et qu'on l'a fait, on se sent tout de suite mieux, quoi. Oui, puis il y a une certaine satisfaction d'avoir osé dépasser quelque chose. Ouais, Ça donne de la valeur supplémentaire, je pense, à ce que l'on a fait. ouais, Parce qu'il y avait ce tel blocage au départ qui nous semblait quelque chose d'insurmontable, qui pour d'autres pouvait sembler facile. Donc le mhm. fait d'avoir osé dépasser ça, puis réussir, c'est vraiment, je pense, hyper satisfaisant. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Merci Alexis. Le temps passe très très vite et je sais que tu as des impératifs, donc je ne veux pas te monopoliser. C'était un plaisir d'échanger avec toi, de partager. On Plaisir pourra partagé. refaire ça à l'occasion. Il y a tellement de choses à dire. Le métier de journaliste me fascine. C'est un métier que j'aurais osé, aimé oser faire
Ben voilà. Lorsque j'étais ado et trop timide pour me lancer là-dedans, tu vois. Voilà, Ouais, à ce moment-là, je n'osais pas. ouais. Et je trouve ce métier fascinant, même si c'est un métier difficile. Donc, je suis d'autant plus ravie de t'avoir à ce micro. Écoute, merci. Merci pour ton temps. Merci à toi, Laurence. C'était un vrai plaisir de discuter avec toi. Voilà, on n'a pas souvent l'opportunité de parler aussi longuement et de choses aussi, voilà, aussi profondes. Donc, je te remercie vraiment pour cette invitation et merci à tous ceux qui ont écouté cette émission aussi. Merci à toi, merci à nos auditeurs que je retrouve la semaine prochaine avec un nouvel auteur. Et puis, je souhaite à tous une très, très belle journée.